Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez sans aucun doute que mon Mugiwara favori est Sanji. Je suis du genre à le défendre corps et âme contre ses détracteurs, surtout pour ceux qui disent que Sanji n'est plus que l'ombre de lui-même depuis l'ellipse, et il y en a hélas de plus en plus. Mais aujourd'hui, beaucoup ont changé d'avis grâce au Red Suit et à son intervention face à Page One dans la capitale avant de retourner en croisade contre ce magnifique personnage à cause de sa disparition à Onigashima, et sa fameuse excuse liée aux prostituées. Et si Oda prend la peine de montrer ne serait-ce que très rapidement à travers des petites cases les autres Mugiwara, depuis sa disparition nous n'avons plus aucune nouvelle de Sanji. Pour les fans assidus de l'œuvre, ceci n'est pas un traitement nouveau du personnage par l'auteur, bien au contraire. Et nous pouvons dès lors imaginer les actions solitaires de Sanji qui seront très certainement des masterclass pour la bonne tournure des événements pour l'alliance Samouraï Pirate Ninja Minx. Et ça tombe bien car c'est le sujet de la théorie. Nous allons voir ensemble ce que pourrait réaliser Sanji durant l'arc Onigashima. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Alors, pour commencer, il faut rappeler que Sanji a toujours des actions solitaires lors des gros arcs les confrontant à des organisations plus puissantes que les Mugiwara sur le papier. On retiendra toujours le fameux coup du Mr Prince à Alubarna durant l'arc Alabasta qui permet de faire sortir Crocodile et ainsi sauver les Mugiwara d'une mort certaine. Sanji sera d'ailleurs de nouveau la pièce maîtresse durant l'arc Enies Lobby puisqu'il offre un moyen de fuir aux Mugiwara qui n'avaient aucune chance face au Buster Call après avoir été épuisés à cause de leur combat contre le CP9. Ainsi, en activant le levier permettant de refermer la porte de la justice, il créera des courants marins empêchant la navigation des trop gros navires et permettra la fuite des Mugiwara à bord du Mary. Et il le dira lui-même durant ce même arc, mais pour vaincre ce genre d'ennemi, il faut savoir utiliser son cerveau. Et c'est bien le seul qui le fait chez les Mugiwara. Ainsi, lorsque ce dernier dit qu'il part à la recherche des prostituées et disparaît durant l'arc Onigashima, on peut comprendre qu'Oda lui réserve le même traitement que durant ces deux arcs majeurs du manga, c'est-à-dire que Sanji réapparaîtra après avoir préparé une dinguerie. Et cette dinguerie pourrait être fortement liée à l'entrée officielle d'Onigashima. En effet, cette dernière introduite par Oda lors de l'explication du plan par Kinemon n'a toujours pas été exploitée. À se demander si Oda ne l'aurait pas oublié. Mais les fans de One Piece savent que son auteur n'est pas du genre à introduire les détails pour ne pas les exploiter après. Seulement, alors que tous les acteurs prévus pour la guerre d'Onigashima sont déjà sur place, personne n'a encore utilisé cette entrée autre que l'armée de Kaido. Et cette dernière pourrait donc jouer encore un rôle majeur à la fin de l'arc permettant la fuite des Mugiwara alors qu'un danger pointerait le bout de son nez. Cette entrée est aussi liée à un levier permettant de faire office d'ascenseur pour Pato puisque Onigashima et Wano Kuni sont surélevés. Cela permettra aux Mugiwara de prendre la route sans danger pour quitter le pays. Il est par contre tout à fait possible que cette entrée devienne la route officielle pour Wano Kuni qui aura ouvert ses frontières permettant ainsi d'entrer et de sortir facilement du pays qui était coupé du monde jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que Oda l'a introduit uniquement pour cela et que Sanji n'aura pas de lien avec cette entrée spéciale. Mais il reste possible que cette entrée soit utilisée pour des renforts et que Sanji leur ouvre la route en pleine guerre ou qu'une fuite soit nécessaire à cause de l'arrivée de la marine notamment et que Sanji a sécurisé cette dernière par exemple, les empêchant d'atteindre Wano Kuni ou permettant aux Mugiwara de fuir de la marine. Cela reste des possibilités intéressantes qui pourraient voir le jour. De plus, nous savons que Momonosuke est toujours accroché à la croix pour son exécution même si beaucoup pensent que ce dernier a été libéré au cours du chapitre 987 car on ne le verrait plus. Seulement, en zoomant, on peut voir une petite tache au centre qui représenterait Momonosuke comme lors du chapitre précédent, car il est très petit par rapport à la croix à laquelle il est attaché. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Queen est juste à côté de cette dernière. Et ma théorie serait que Sanji va s'occuper de libérer Momonosuke des griffes de Queen avant de l'affronter. En effet, nous ne connaissons pas le niveau que Sanji possède, surtout avec le Red Suit qui fait office de power-up, augmentant sa résistance, lui permettant de devenir invisible et lui permettant aussi très certainement d'augmenter la puissance de ses attaques physiques et de ses flammes. Il serait logique de penser que Oda ne nous a encore rien montré de la puissance du Red Suit qui ferait de Sanji le plus puissant des Vinsmoke. En effet, nous avons pu voir que les frères et sœurs de Sanji ont tous une dépendance à leur combinaison puisque sans cette dernière, ils avaient déjà abandonné toute idée de se battre contre Big Mom lorsqu'ils avaient compris avoir été piégés par l'empereur. Seulement, lorsque Nami et Chopper leur ont ramené leur Red Suit, la tournure des événements a changé drastiquement puisqu'ils se sont battus vaillamment jusqu'à la fin de l'arc. Et le Red Suit leur a offert une puissance suffisante pour contrer des grosses pointures de l'équipage de Big Mom. Alors que pour Sanji, ce dernier a entraîné son corps et a appris à se battre et a atteint un énorme niveau sans jamais utiliser de Red Suit. Nous avions pu d'ailleurs voir les problèmes du squelette de Sanji face à Vergo qui, rappelons-le, avec son acquis de l'armement était bien plus résistant qu'un pacifista puisqu'il était très simple pour Sanji, lors de la réunion de l'équipage, à Shabondi, d'exploser la nuque de l'un des robots de Vegapunk. Seulement, ses limites ont poussé les fans à penser que Sanji n'était plus un combattant et était devenu faible ou n'avait pas assez évolué que pour maintenir sa place au sein
sein du Monster Trio des Mugiwara. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'il a combattu que des grosses pointures depuis l'ellipse, que ce soit Vergo, Doflamingo par lequel il a été surpris ne connaissant pas son fruit du démon, et rappelons que ne pas connaître le fruit du démon de son adversaire est un gros désavantage, comme on a pu le témoigner avec Luffy et Zoro face à Apu. Alors attention, je ne dis pas que Sanji avait une chance face à Doflamingo, mais bien qu'il a été surpris et que du coup il s'est fait démonter très rapidement à cause de ça. Peut-être qu'il aurait perdu, mais après avoir tenu tête plus longtemps par exemple. Ensuite, à Whole Cake Island, il a tenu tête à Daifuku et a pu maîtriser Oven avec un Sorut d'une vitesse tellement incroyable que personne ne l'a vu malgré l'énorme nombre de personnes autour d'eux. Donner un coup à Oven et disparaître comme si de rien n'était. Rappelons aussi qu'il a évité l'attaque de Katakuri qui fut surpris du acquis de l'observation de notre cuistot préféré. Et c'est ce même Sanji qui s'est permis de découvrir son Red Suit face à un Tobiropo alors qu'il n'en connaissait pas les avantages. Il apprend qu'il peut devenir invisible, qu'il gagne en vitesse et il a une résistance similaire à celle d'un Zoan antique, qu'il gagne sûrement en puissance puisqu'un simple coup de pied envoie valser Page One très loin alors que Sanji n'a utilisé aucune technique et n'a même pas essayé d'utiliser son Diable Jumbo, attaque signature de l'homme aux jambes noires de l'équipage. Alors bien évidemment, beaucoup ont été déçus que Sanji n'ait pas eu de 1v1 à Whole Cake Island et qu'il tenait tête juste à Daifuku et Oven, mais il faut bien comprendre que c'est la tournure du scénario qui a poussé à ce développement-là. Sanji n'avait aucun intérêt de faire un 1v1 contre un Oven ou un Daifuku, même s'il pouvait potentiellement largement gagner. Et un détail très important dans One Piece est que la puissance ne fait pas tout dans un combat, dans ce manga particulier où la finalité des combats est dictée par le scénario. Oda nous l'a encore montré avec Luffy vs Katakuri où le protagoniste était totalement à la maîtrise par le plus fort des Suite Commanders de Big Mom avant de retourner la balance et de s'en sortir vainqueur dans un duel épique. Et One Piece a toujours été ainsi. À Enies Lobby, personne ne s'attendait à voir Sanji utiliser un Diable Jumbo, à voir Zoro utiliser un Ashura ou encore à voir utiliser les guerres secondes et Sword. Et c'est là toute la beauté de One Piece. Comme nous n'avons toujours pas vu Zoro utiliser toute son expérience et sa puissance depuis l'ellipse, c'est pareil pour Sanji qui ne s'est jamais retrouvé depuis cette même ellipse, acculé au point de devoir gagner à tout prix et alors révéler son plein potentiel. Un plein potentiel décuplé avec le Red Suit qui permettrait selon ma théorie à Sanji de gagner ou de faire plein de dégâts après un combat très serré et très difficile face à Queen, après ou avant d'avoir libéré Momonosuke. Et cela aurait plusieurs avantages d'un point de vue scénario mais aussi pour les lecteurs. Cela permettrait de montrer la puissance de Sanji et aussi des autres Mugiwara qui combattront des cadres de l'armée de Kaido selon moi, Tobiropo pour certains et Shinichi pour d'autres. Cela permettrait aussi de montrer que l'Alliance a une chance face à l'armée la plus puissante du monde si les Mugiwara s'occupent de faire tomber des cadres. Sans oublier le fait que cela permettra au lecteur de visualiser la véritable puissance de cet équipage qui a pour objectif de faire tomber les empereurs. Si depuis l'ellipse jusqu'à aujourd'hui, Luffy s'est toujours occupé de battre les adversaires un tant soit peu dangereux, jusqu'à prendre 2 Suite Commanders dans le même arc à Whole Cake Island, il ne pourra très certainement plus se permettre de faire ça à Onigashima pour plusieurs raisons. Premièrement, car il se trouve face à des empereurs. Luffy qui a essuyé sa plus lourde défaite face à Kaido depuis le début du manga ne pourra jamais battre un empereur et plusieurs commandants de Yonko dans le même arc. Cela serait totalement incohérent d'un point de vue puissance et scénario, et cela serait très décevant pour les lecteurs puisque Oda a créé un équipage et introduit des personnages dans cet arc qui doivent donc avoir un bon rôle pour ne pas décevoir les fans. Rappelons que tous les Mugiwara se sont entraînés durant l'ellipse et veulent à tout prix réaliser le rêve de Luffy, qui est devenu le rêve principal. Comme on a pu en témoigner avec Zoro et Sanji à Thriller Bark, qui étaient prêts à sacrifier leur rêve pour que Luffy ne soit pas attrapé et qu'il puisse réaliser le sien. Nous comprenons à travers ces scènes et les paroles des Mugiwara juste avant l'ellipse que leur motivation pour faire de Luffy le roi des pirates est sans faille, et qu'ils se sont entraînés très dur pour ça. Ainsi, Oda doit les mettre en avant durant les arcs de combat aussi et montrer qu'ils ont atteint une puissance qui permettrait d'aider à Luffy de devenir roi des pirates. Surtout pour un Sanji qui a toujours été parmi le Monster Trio comme les fans l'appellent, c'est-à-dire les Mugiwara les plus forts qui s'occupaient de battre les antagonistes les plus dangereux. Ainsi, secondement, comme expliqué, il est temps de voir la véritable puissance de certains Mugiwara qui évoluent après chaque arc et qui n'ont jamais été jusqu'à montrer leur plein potentiel depuis l'ellipse. Et comme Oda et ses éditeurs le disent, nous arrivons à la fin du manga, et il est du devoir de Oda que de nous montrer de quoi l'équipage au chapeau de paille est capable, qu'on soit capable de visualiser les choses. Il s'agit en effet du premier arc dans lequel j'ai personnellement énormément de mal à visualiser le niveau des protagonistes par rapport aux antagonistes et d'imaginer les possibles confrontations qu'on aura durant cette guerre. Bien évidemment, il est largement possible qu'il n'y ait aucun AV1 et il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des duels pour pouvoir estimer la puissance de Sanji ou des autres Mugiwara. Les faits d'armes de la guerre permettront de répondre aux questions des fans. Si Sanji résiste aux attaques de Queen et est capable de lui faire des dégâts, on comprendra qu'il a un niveau similaire et qu'il est potentiellement capable de gagner. Pour terminer, rappelons que Sanji a dit à Kuma durant l'arc Thriller Bark qu'il sera l'homme le plus dangereux au sein de l'équipage des chapeaux de paille pour la marine. Et ce détail
détail est très intéressant puisqu'en précisant qu'il sera dangereux uniquement pour la marine, on comprend que sa prime n'en sera pas spécialement la plus élevée de l'équipage pour répondre à sa dangerosité. En effet, la dangerosité d'une personne prend en compte les civils et le gouvernement mondial principalement, pour finir la marine. Et on peut le remarquer avec Luffy qui voit sa prime de monter que de 100 millions à la fin de l'arc Marineford, malgré les dangers soulignés pour ce personnage par Akainu pour la marine. On peut aussi souligner le fait que Kid a vu sa prime augmenter via les destructions de villages et les pertes civiles qu'il a engendrées, ou encore le fait que le CP0 est une agence de renseignement permettant d'évaluer le danger d'une personne pour déterminer sa prime. C'est ainsi que les primes des Mugiwara ont augmenté à Dressrosa et à Whole Cake Island, puisque au-delà de la présence de Morgans à la Tea Party par exemple, il y avait Stussy du CP0 qui a pu évaluer la dangerosité de Luffy et des autres Mugiwara. Et donc lorsque Sanji dira qu'il sera le plus dangereux pour la marine au sein de l'équipage des Mugiwara, cela est tout à fait possible sans que sa prime traduise cette dangerosité, puisque les Mugiwara ne font absolument aucun dégât aux civils par exemple. Il est d'ailleurs la raison de la fuite de ces derniers à Enies Lobby et pourra être encore une fois de plus celui qui permettra la fuite des Mugiwara à Wano Kuni lorsque la marine viendra après avoir appris la chute de Kaido. Sans oublier le fait que Sanji est le stratège de l'équipage et donc peut poser plein de dangers pour la marine à ce niveau-là. Mais revenons donc à Wano Kuni, il ne faut pas oublier la présence de Drake qui pourrait avertir la marine de la chute de l'empereur et donc de la possibilité de capturer Kaido et les Mugiwara et de récupérer Wano Kuni comme un territoire de la marine. Bien évidemment, nous savons que le pays sera derrière les Mugiwara, voire même devant cette fois-ci pour les défendre comme à Dressrosa et que ce dernier deviendra un territoire des Mugiwara. Et toi, penses-tu que Sanji a disparu et qu'il ne fera rien de spécial ou qu'il reviendra avec une masterclass? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de la vidéo et donc de la théorie. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Tu peux aussi venir discuter de la théorie sur Discord et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. C'était Yams, El Psy, Konguru.